Tout d'abord, bonjour à chacune et chacun. Je vais tutoyer tout le monde, c'est mon habitude, donc vous vexez pas. Si ça vous plaît pas ce que je vais faire, alors la faute c'est à Nathalie Alexandre que j'ai croisé il y a un moment. Il y a quelques années, il me parlait de fenêtres sur cours. Bon, du coup c'est arrivé au Mans. Et puis quand je fais fenêtres sur cours, il y a Véronique et Oksana qui viennent assister à mes cours en visio. Alors bon, c'est à ce que je fais. Et puis c'est de leur faute aussi si elles m'ont dénoncé et les raisons pour lesquelles je suis là. Ah non, j'arrive pas à rester assis. Et puis à Lucie Co, je vais dire Lucie Co pour toute l'équipe d'avoir organisé ça. Alors, c'est une souris. Alors il ne faut pas que je me déplace si je veux que le son soit capté. Leur remonter les bretelles avant un examen ou bien leur faire passer des évaluations par ceinture. Alors mon exposé il est en 4 parties, une mise en bouche, on va aller voir ce qui se passe en cuisine, puis ce qui arrive dans la salle, et puis un petit digestif à la fin. Pour la mise en bouche, j'ai besoin d'un feedback parce que je ne vous connais pas en fait du tout. Et donc j'ai 3 questions à vous poser. Des étudiantes ou étudiants ne maîtrisent pas les prérequis de l'enseignement que je démarre. Alors plutôt que faire chauffer les serveurs au pôle Nord, je vous propose de voter quand je vais compter jusqu'à 3. Donc si c'est tout à fait, vous levez les bras. Si c'est neutre, les mains sur la tête et pas du tout, vous croisez les bras. Donc je répète ma question. Des étudiantes et étudiants ne maîtrisent pas les prérequis de l'enseignement que je démarre. 1, 2, 3. Je vote aussi. Vous pouvez regarder autour de vous. Voilà. Donc il y a pas mal de gens qui trouvent que les étudiants ils ont des lacunes. Ouais, c'est aussi mon cas. Deuxième question. Pour les étudiantes ou étudiants qui n'ont pas les prérequis, alors il y a 3 propositions. Je leur remonte les bretelles et ils doivent travailler de leur côté. Je fais des rappels et ils font des exercices ciblés. Ou je fais des rappels, ils et elles font des exercices ciblés, puis se passe une évaluation des prérequis avant d'atteindre le reste. 1, 2, 3. Et là, je me sens seul. Ah super. Merci, il faut qu'on cause. Après, dernier feedback, entre collègues d'enseignement chaîné, c'est-à-dire que moi je fais la statique des poutres, il y a la mécanique des solides déformables, bien entendu, vous savez que c'est chaîné ces deux choses-là. Nous transmettons aucune information, des notes, ou les validations pour chaque étudiante ou étudiant de chacun des acquis d'apprentissage. 1, 2, 3. Yes, elle croise les bras aussi. Bon, sinon vous transmettez rien souvent. Hein. Bon, donc c'est un peu catastrophique parce qu'en fait vous les connaissez pas quand ils arrivent. Donc après avoir fait un peu de sport, l'objectif c'est cette chose-là, ce que j'appelle l'arme des capacités. C'est pas des compétences, hein, parce que c'est dégradé. C'est vraiment des exercices où dans mon cours ils doivent savoir faire quelque chose. C'est pas nécessairement en situation réelle. Enfin bon, bref. Et ça, chaque bulle représente ce que je vais appeler une capacité qui est testée soit par un exercice, soit par 2 questions dans un examen, soit par autre chose qu'on va découvrir que j'appelle des ceintures, et je n'ai rien inventé. Je précise quelque chose aussi. Est-ce que je peux... Ah, punaise mon dos. Je précise quelque chose aussi, c'est que en bleu, c'est des capacités du cours de RDM, qui se fait en semestre 8, vous avez un cours en semestre 9, donc il y a des chaînages interannés dans le système, c'est trop fort. Ah, c'est ma main. Merci. Donc je ne touche pas, et je vais me faire une scoliose.
Et vous voyez que, si je prends la souris, j'ai des prérequis pour ce cours bleu, là, j'ai ce prérequis-là, qui se fait tout au début, c'est l'homogénéité des équations. Moi, j'ai besoin que mes étudiants, quand je leur demande à quelle vitesse roule ton véhicule, ils ne me répondent pas 8 kilos. Et puis quand je dis 21 multiplié par 357,32, qui me répondent juste avec 2 chiffres significatifs. Enfin, des choses essentielles de base. Et cet arbre-là, il a des couleurs. Et plus c'est sombre, plus les étudiants de l'ENSIM ont validé ça. Donc, vous voyez, ils sont très très nombreux à avoir validé là. Ils sont très très forts. On les a vraiment fait suer pour comprendre ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a des taux de partage. Voilà. Et on peut aussi avoir ce que j'appelle le blason d'un étudiant. Donc là, c'est Paul Bismuth. Lui, il a validé 3 choses là dans ce graphe. Et ça permet de suivre. C'est-à-dire que mon collègue de mécanique des solides déformables, la capacité 731 qui est bien sûr savoir tracer un cercle de mort lorsqu'on a une rosette à 45 degrés. J'en ai besoin pour le dimanche. Il y a quelqu'un qui fait oui de la tête là-bas. Ah super, quelle organisation. Et je ne touche plus le micro. Et moi j'en ai besoin pour le dimensionnement d'une structure. Donc il me transmet qui sait faire quoi. Et lui, il fait un examen, Stéphane, il n'y a pas de souci. Bien. Allez, 3 petites questions avant que je continue. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'êtes pas obligés. Il n'y a pas de questions. On continue, ça vous apprendra. Alors maintenant, la cuisine, qu'est-ce que je fais? Alors c'est une innovation. C'est pas une novation, c'est pas une nouveauté. C'est simplement un truc qui existait, que j'ai essayé d'implanter dans mes enseignements à l'université. Alors on va remonter un petit peu dans le temps. 1830, école mutuelle. Donc c'est un courant d'école qui s'est créé, et il y en avait pas mal en France, il y en avait en Angleterre. L'idée, c'est que l'industrie arrivait, il fallait former les indigents, ceux qui n'avaient pas beaucoup de sous, donc ils n'avaient pas un maître, un élève. Et donc, pour faire ça, il y avait un enseignant pour 100 élèves dans des écoles. Alors l'enseignant, en fait, son rôle, c'était d'organiser la formation. C'est-à-dire que c'était de l'apprentissage par les pairs. Vous avez une gravure ici, vous voyez que il y a un grand qui sait, qui apprend au plus petit, et même chose ici, et le maître, il est là pour gérer ce système-là. Et quand on fait la mesure de l'efficacité, parce qu'il fallait quand même qu'ils apprennent un peu de religion, un peu à lire et à calculer. Voilà, c'était l'objectif. On remarquait que les élèves apprenaient à lire en 3 ans, alors que dans l'école en parallèle, ils n'apprenaient pas en 3 ans. Et donc il y a eu un choix qui a été fait par quelqu'un qu'on appellerait maintenant ministre de l'Éducation nationale, et qui a choisi le frontal avec un prof. En fait, l'autre système, c'était une remise en cause de la hiérarchie. Donc on n'avait peut-être pas intérêt en 1830 de mettre en place des choses qui allaient faire 1848 derrière. Je fais un saut dans le temps, le plan Dalton. Donc Helen Parkhurst, enseignante américaine, qui allait travailler avec Montessori, elle met en place des contrats entre l'élève et les matières qu'il choisit. Et donc il y a un suivi, vous avez un exemple de tableau de l'élève et de sa progression. Donc c'est complètement individualisé, c'est des fiches autocorrectives, c'est des choses que vous pouvez trouver dans le mouvement freiné. Et puis il y a un autocontrôle, c'est l'élève lui-même qui va dire « ouais, ok, c'est bon, je peux continuer ou pas ». Et du coup, ils travaillent tous à leur rythme. Et l'objectif, c'est qu'ils ont un graphe de progression tel que mon arbre des capacités, et puis ils vont essayer d'avancer là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est 1917. Après arrive Célestin Freinet. Célestin Freinet, lui, son objectif, c'est de ramener la vraie vie dans l'école. Donc il reprochait au système Dalton que ça soit très mécaniste comme système. Donc il y avait des projets collectifs, évidemment l'imprimerie. Des interactions dans les niveaux, puisque les écoles, il y avait plusieurs niveaux dedans. Et puis, il a créé le mouvement de l'école moderne en 1949. Et puis, si vous tapez invariant pédagogique, Célestin Freinet, l'invariant pédagogique numéro 19, que j'adore, les notes sont toujours une erreur. Il rencontre Fernand Houry,
et Adia Vasquez, plutôt psy, et qui vont mettre en place la pédagogie institutionnelle. Le quoi de neuf dans la classe, je ne le sais pas, hein, le conseil de classe, c'est-à-dire que c'est la classe qui va décider comment elle fonctionne. Et apparaissent des ceintures, parce que Fernand Houry était judoka. Donc il va y avoir des ceintures, blanches, jaunes, oranges, vertes, de comportement. C'est-à-dire qu'on gagne des libertés, plus on respecte des règles, plus on gagne des libertés, on peut sortir de la classe, etc. Et puis des ceintures par thématique, en lettres, en français, en calcul, etc. Voilà, donc des ceintures apparaissent à ce moment-là. Et actuellement, vous en avez en primaire, il y a peut-être des enfants à vous qui ont fait des ceintures. Donc c'est dans le mouvement Freinet en général que ça existe. En collège, moins, en lycée, et en université, on est quelques-uns. Alors il y a des collègues à Paris, il y a un collègue qui appelle ça des bérets parce qu'il est dans le Pays Basque. Voilà. Bon, bref. Ma bascule, ça a été en 2005. Je corrigeais un examen et je me disais, mais il faisait un tiers des étudiants faisaient une erreur là, et je me disais, mais comment ça se fait qu'ils viennent à l'examen alors qu'ils savent pas faire ça. Et ça, il fallait que je fasse quelque chose pour qu'ils se rendent compte avant de venir en examen qu'ils savent pas faire. Donc j'ai commencé à créer des brevets, des exercices ciblés en disant, mais avant de venir à l'examen, faites ça. Évidemment, ils ne le faisaient pas, et donc l'année suivante, il y avait un tiers de la promo qui faisait toujours la même bêtise fondamentale du début. Et donc j'ai dit, il faut que je les oblige. Et puis une fois que je les oblige, donc j'enlève le cours, j'enlève les TD, je fais autre chose, j'appelle ça CRE. Et puis c'est bien de leur dire faites-le, mais il faut le vérifier. Donc j'ai mis en place les ceintures comme Freinet sur un certain nombre de niveaux. Donc dans les bulles que vous avez vues tout à l'heure, dans mes cours, chaque bulle, en fait, il y a une ceinture derrière. Et ils vont pouvoir déclencher la ceinture lorsqu'ils se sentent prêts. Bon, ça, on va voir un petit peu. Allez, un petit peu de feedback. Des ceintures, j'en ai jamais entendu parler. Je connais par mes enfants mes lectures. Je pratique déjà cela. 1, 2, 3. Il y a du monde qui en a entendu parler. C'est bien. Vous avez beaucoup d'enfants, c'est ça. Alors les modalités. Il y a plein de modalités, donc je vais essayer de décliner à chaque fois. Moi je fais comme ça, d'autres font comme ça. Donc première chose, j'identifie mes objectifs pédagogiques dans un cours. C'est quand même des fois, on explique aux collègues qu'il faudrait le faire. Ensuite, les collègues ils vont me faire 40 objectifs pour un cours qui dure 20 heures. Je dis, ça va faire beaucoup. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est de regrouper dans quelque chose qui représente 5 heures d'enseignement, que ce soit du cours, du TD, du TP. Hein. Mais voilà, vous avez 25 heures, et vous allez afficher 5 objectifs pédagogiques à évaluer. Dedans, il y a des micro-objectifs, mais ça, on ne va pas descendre à cette granularité. J'ai oublié de cliquer. Donc là, par exemple, dans ce cours, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est trop, hein, parce que mon cours, il faisait 22 heures. Pour des raisons, il fait plus de 15. Et je me pose toujours la question, est-ce que je diminue mes objectifs pédagogiques ou pas ? Ma réponse est non. Alors, les objectifs, donc, alors comme c'est des couleurs, il y a la ceinture orange, la ceinture verte, la ceinture bleue, et la marron et la noire, ceinture noire. 2 étudiants sont ceinture noire depuis hier soir. Et puis j'ai une ceinture violette qui est apparue cette année, voilà, qui est un peu. Et vous voyez qu'il y a des chaînages par rapport au cours des collègues là-dedans. Donc normalement, mes étudiants, ils vont passer la orange, et quand ils l'auront validé, ils auront accès à l'épreuve verte ou l'épreuve bleue, et puis s'ils ont la verte, ils pourront aller chercher la marron, la orange. Voilà. Donc elles sont chaînées entre elles et avec des prérequis. Donc le prérequis de Mourad, là en jaune, de Stéphane en violet, et de Samuel en blanc, des cours d'autres années, d'autres semestres, si nécessaire. Donc il me faut écrire des ceintures pour chacun. Et là, vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave. Donc je vais écrire 3 sujets par ceinture. Donc l'étudiant va pouvoir passer une ceinture. S'il réussit, je lui file les couleurs suivantes, chaînées. Et s'il rate, je lui dis « Ah, dommage, tu t'es planté là. Voici le deuxième sujet. » Donc,
la première année, on crache de la ceinture en tant qu'enseignant, et puis l'année suivante, on va en recréer une. Je vais vous montrer comment je fais ça. Un étudiant avance dans le cours, mon poly est décomposé par couleur, associé à chaque ceinture, et quand un étudiant dit je suis en train de travailler la couleur jaune, est-ce que vous pouvez m'envoyer le sujet jaune? Ils reçoivent le sujet jaune, ils disent oh là, ça je sais pas encore faire, ils continuent de bosser, puis à un moment, ils me rendent la copie sur Moodle. Donc j'utilise sur Moodle Devoir. Vous avez ici un dessin, voilà, ceinture orange, tentative 1, tentative 2, tentative 3. Et ça permet que toutes les copies soient classées. Et donc, quand je corrige en rafale, toujours le même sujet. Donc, ça me permet de gagner du temps de correction. Là. Actuellement, je leur dis, je corrige le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Enfin, j'ouvre mon dossier le lundi. S'il y a des ceintures, je corrige. S'il n'y a pas de ceinture, je passe à la ceinture suivante. Voilà. Je vais vous présenter pour plusieurs enseignements. Dans 2 enseignements, j'ai des collègues qui interviennent avec moi. On s'est partagé les ceintures, c'est-à-dire qu'en gestion des aléas, il y a 3 ceintures seulement, il y a 3 couleurs. Moi, je fais la jaune, Sausen fait la orange et je fais la verte. Donc, on se spécialise de façon à ce que la correction soit plus facile et qu'on gagne du temps. Et au bout d'un moment, on sait les erreurs types qu'il y a à faire, que les étudiants peuvent faire. Donc, s'il y a validation, les capacités suivantes. Sinon, validation, je mets des commentaires. Alors, pour chaque ceinture, j'ai les erreurs types. Copier-coller, clac-clac, tu as fait ça, ça. Merci pour ta copie, pardon. Tu as fait ça, donc voici le sujet suivant. J'ai oublié de préciser qu'ils le font à la maison. J'avais 22 heures d'enseignement, j'en ai plus 15. Si je commence sur les 15 à utiliser 5 heures pour faire les épreuves surveillées, c'est mort, quoi. Ils n'ont plus le temps de travailler pour apprendre. Donc c'est fait à la maison. Et en plus, c'est fait en désynchronisé pour les étudiants. Donc les étudiants peuvent très bien récupérer la correction d'un copain, recopier. Donc mon système antidopage, c'est un D, c'est-à-dire que je valide les ceintures ou pas, mais pour que ça vaille des points, parce qu'un jour... il faut que je transmette ça en notes à la scolarité, je me demande pourquoi. Ils doivent lancer le dé. Donc, par exemple, pour la première ceinture, la orange, s'ils font 6, je leur redonne le même sujet, ils s'assoient, ils le refont pendant une séquence d'enseignement. Donc, et puis, je vais comparer est-ce qu'ils arrivent à faire la même chose que ce qu'ils m'avaient rendu sur Moodle. Et puis, pour la bleue, c'est 5 ou 6. Pour la verte, c'est 4, 5, 6, etc. Et ça grimpe. Donc, il y a un moment, ils vont recomposer. On va vérifier qu'ils ne sont pas dopés. Voilà. Je ne parle pas du Tour de France. Et si quelqu'un a recomposé une fois et qu'il arrivait à refaire ce qu'il m'avait rendu sur Moodle, il gagne un jeton non dopé. Et pour la suite, il n'y aura que le 6 qui va déclencher. L'objectif, c'est que je ne me retrouve pas avec plein de copies papier, machin, que l'étudiant ne se mette pas à recomposer à chaque fois. Et il reste le 6 parce que c'est pas parce qu'un jour on a été pas non dopé qu'après on se dit super, il vérifiera plus et je fais que de la recopie. Voilà. Donc ça nécessite cette technique d'antifraude que je fais. Vous allez voir les résultats. Des questions? Allez, 3 petites questions. Ah, bravo d'ouvrir le débat. Quelqu'un a le micro? J'ai pas besoin de micro. Oui, mais c'est pour la captation. Ah, pardon. Ouais. C'est qui a le micro, HF? Il est là. 1, 2, 3. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il serait possible de revoir la diapositive précédente? Si j'y arrive. Merci, je vais juste prendre une copie d'écran, ça me semble un peu sophistiqué, et à réfléchir à froid, ce truc-là, c'est pour ça. Alors, toutes les diapos, j'ai oublié de le préciser, tu peux les télécharger. Ah oui, d'accord. Tu as un lien et tu peux télécharger le zip et puis... Ça me paraît plus simple quand même, pour des raisons pratiques. Ouais, merci. Toujours, je t'en prie. Une autre question? Jean-François, vous vous battez entre vous deux. Merci. Tu n'as pas précisé le nombre d'étudiants, il me semble. Ça va venir. Que j'ai un cours de 90 étudiants, j'ai un cours de 63 étudiants. En 5e année, j'ai un cours de 37 étudiants. En L2, j'ai un cours de 38 étudiants.
Voilà, oui. C'est pour voir le volume. J'ai un cours avec 90 étudiants quand même. Ouais, c'était exactement la même question pour moi parce que effectivement ça se pratique plus, c'est ce qui me semble à l'école primaire. Enfin, moi j'ai travaillé au collège et au lycée avant, où ça se pratique au collège, moins au lycée. Parce que tout simplement, il y a facilement 10 élèves de plus par classe. Et là, à l'université, moi, je ne le pratique plus du tout parce que je suis à 45 et je ne sais pas comment faire. Par exemple, ce que vous faites là, envoyer à la demande quand ils sont prêts pour passer au niveau suivant, avec le nombre d'étudiants que vous annoncez, je suis admirative. Non, Voilà. alors j'essaie de t'en fumer. En fait, il m'envoie juste le mail « Je suis prêt pour la première ceinture ». D'accord ? Et quand je leur renvoie la ceinture, tu vas comprendre pourquoi je leur renvoie la ceinture, ils ne vont pas la télécharger à un endroit, je leur renvoie la ceinture, et puis quand je corrige, je leur fais un feedback, réussite ou non, et si c'est réussite dans le mail qui est tout prêt, il y a la ceinture suivante, et quand elle est ratée, il y a la tentative suivante. Donc en fait, j'ai mes mails qui sont prêts, et quand je corrige, mon feedback, c'est un clic sur un mail qui est prêt. Il faut que je fasse un feedback. Parce que l'objectif, c'est qu'ils apprennent par leurs erreurs. Donc, voilà. On va discuter, il y a du temps. Allez, ça fait 4, mais je te laisse poser la question. Merci. J'avais une question par rapport au cours qui se fait en parallèle à ces évaluations. Oui. Parce que le cours, il faut qu'il avance aussi. Les objectifs qui sont ceux qui mènent en fait notre progression, on les suit. Et donc si les élèves, eux, n'ont pas préparé les évaluations qui correspondent aux couleurs que pourtant on est en train de voir en cours, on peut en perdre énormément. Enfin, j'ai du mal, c'est une évaluation très individualisée, je trouve ça très intéressant, mais en même temps le cours avance aussi en collectif. Et donc on peut peut-être en perdre si finalement ils n'ont pas tous autant avancé que le cours en collectif. Je ne sais pas si ma question est claire. Elle est tout à fait pertinente, et il y a quelque chose qui est faux dans ce que tu viens de dire, c'est le cours avance en collectif. C'est-à-dire que dans mon cours, ils avancent tous à leur rythme, aussi. J'ai un autre machin que je ne vous présente pas aujourd'hui qui s'appelle CREA, coopérant à notre rythme d'apprentissage individuel et sympathique, où les étudiants vont avoir un document et ils vont avancer à leur rythme avec tout un système de positionnement dans la classe. Et puis, voilà. Donc, les étudiants apprennent à leur rythme et sont évalués à leur rythme. Ça va ? J'ai du mal à concevoir le cours que toi tu proposes. D'accord. À un collectif. Est-ce que j'ai 4 heures pour expliquer ouais, c'est une autre histoire, mais moi, mes étudiants travaillent à leur rythme aussi. Voilà, bon. Ça sera pour l'année prochaine ou autre chose, ou le café, là, tout à l'heure. OK ? Bon, on clôt les questions et on avance. Allez, j'avais dit 3, mais comme on n'a pas posé les questions précédentes, il y avait encore une question. Vas-y. Merci. Moi, ça me fait beaucoup penser au système de PIX. Alors, je voulais savoir s'il y avait des différences avec le système qui est dans PIX, parce qu'il y a vraiment ce système de niveau un peu, alors qui ne s'appelle pas des ceintures, mais c'est très ressemblant. Oui, c'est pareil. Oui, c'est tout pareil. C'est pareil. Okay. C'est des grades. Les copains de Villebon-Charpac à Orsay, ils ont des couleurs comme ça, des niveaux, et ils ont, pour chaque couleur, ils ont en plus des grades. Donc le graphique que je vous ai présenté bidimensionnel, il y a une 3e dimension pour expert, objectif atteint, et pas terrible quoi. Voilà, ils ont des grades. Moi j'ai pas ça. J'ai pas pour chaque couleur la jaune pâle, la jaune vif et la jaune qui pète. Voilà. J'avance un petit peu, excusez-moi. Alors dans la salle, comment ça va se passer en fait ? Je vais vous parler des étudiants, des collègues et de l'administration. Alors vis-à-vis des étudiants, comment ils se comportent par rapport à ça ? Alors c'est un graphique, il faut que je le commente. Ça c'est le nombre de jours depuis le 1er octobre. Et ça, c'était le 21 mai 2023. Et ici, vous avez le nombre de détenteurs d'une couleur. Donc, vous voyez que, par exemple, mon cours, il démarrait là, mi-janvier. Le collègue Samuel, qui a le prérequis de base, vous savez, les voitures qui roulent à 3 kilos, là, il y avait 45
50 étudiants qui avaient validé seulement. Et ils savaient que c'était un prérequis. Donc ça veut dire que quand ils arrivaient, ils allaient être sur 90. Alors là, il y a plusieurs années. Donc sur 90, ça veut dire qu'ils étaient 50 à devoir me revalider ce prérequis de mon collègue. Là. Non mais il fait rien ce prof, c'est pas possible. Et Samuel, comme ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, là, il a dit ouais, je vais leur refaire un petit examen de 15 minutes, ciblé uniquement là-dessus, vienne qui veut. Et du coup, il y en a certains qui vont réussir. Et comme son enseignement c'est en 3e année, que mon enseignement est en 4e année, il a dit aux étudiants de 3e et de 4e année qu'il n'avait pas validé, venez passer cet examen de 15 minutes. Et chose géniale, il a corrigé l'examen, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Donc du coup, il y a une bosse là, hop là, c'est monté super là, de là à là. Et puis ensuite, les étudiants arrivent chez moi, je leur dis, bah, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas, donc vous commencez par me rebosser ça. Donc dans mon poly, il y a la partie blanche, il y a un chapitre blanc, et les étudiants ils doivent refaire blanc avant d'attaquer les ceintures de mon cours. La première, c'est la orange, vous voyez que c'est le calme plat. Alors pourquoi j'en ai quand même un certain nombre? C'est parce que là-dedans, il y a le graphe des 5e années aussi. Là, mon cours est en 4e année. Et puis, ça se met à démarrer. Ça se met à démarrer jusque là, jusqu'à la date butoir. Et puis pour ceux qui ont validé la orange, ils peuvent attaquer la bleue, il ne se passe rien, et puis ça démarre plus tard. Et puis la verte, vous voyez ici, ça monte légèrement. Alors ce qui se passait, c'est que j'ai mis des étudiants en 4e année qui n'avaient pas validé la verte. Or, c'est un prérequis pour mon cours de 5e année, pour l'une des bulles. Et donc, il y a des étudiants qui, en 5e année, me repassaient la ceinture de 4e année pour pouvoir accéder à leur évaluation de 5e année. C'était un prérequis. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça monte légèrement. Et vous voyez qu'à la fin, il y a toujours le tsunami des copies qui arrive dans la dernière semaine. Et des étudiants qui, la dernière semaine, m'envoient « Est-ce que je pourrais avoir le sujet de la première ceinture ?» Ah. Les niveaux atteints. Alors, vous savez, on aime bien quand on est prof avoir une belle gaussienne, autour de 10, allez, 12, et puis le 20 c'est pour le prof, et puis il y en a des mauvais. Alors en fait ça ne marche pas comme ça avec les ceintures. Donc ça c'est le bilan là, il y a 2 semaines. Donc les prérequis, la blanche et la violette, vous voyez qu'on a 70% des étudiants qui les ont validés. La ceinture orange, elle vaut, il y a 70%, il y a un peu plus de 50% qui ont fait la bleue et la verte. Et la marron, alors là, ça s'effondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour avoir 12, la orange vaut 4 points, la bleue vaut 4 points, la verte vaut 4 points. Et donc, je n'ai que quelques étudiants qui vont aller chercher les ceintures pour aller chercher le 16 ou le 20. D'accord? Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que si dans la bleue et la verte, vous mettez les prérequis pour les cours suivants des collègues, vous lui fournissez des étudiants et vous lui dites, lui il sait pas. Mais comme les étudiants travaillent sur l'objectif 10 de moyenne, sur le module, ils vont aller chercher les choses qui sont essentielles à vos collègues ou pour les cours suivants. Donc c'est comme ça que j'ajuste le passage de ceinture à note. Voilà. Alors bref, il y a la magenta là, qui leur a beaucoup plu. Alors ça c'est un chronoméca, vous savez les jeux de cartes où on fait un timeline, mais c'est juste des cartes de mécanique, hein, et ils doivent positionner, et donc l'objectif c'est de battre le prof. Voilà. Donc ils sont une équipe de 3 face à moi, et ils ont le droit de causer, et puis moi ils sont devenus très forts sur chronoméca. Ils savent, enfin bref, la création du CNRS, enfin des trucs. Bon bref. Autre cours, gestion des aléas. Vous voyez qu'il y a la jaune, là, la orange et la verte, même chose. Alors, donc là, ça veut dire qu'on a 6,67 sur 20. Là, on a 13,33 sur 20. Et là, on a 20. Donc en fait, les gens vont essayer d'avoir la moyenne. Et puis, vous remarquez que là, je n'atteins pas le 50% là, cette année. Bon. Et puis quelques-uns qui ont tout fait. Même un étudiant qui avait tout fait à la moitié du module. J'avais 14 heures d'enseignement là-dessus. À la moitié, il avait passé sa ceinture verte. Il ne venait plus. Mais c'est pas grave. Il a les objectifs et puis il faisait autre chose. Hein.
travaillais, celui-là. Et un truc qui m'est arrivé cette année, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est en 5e année, méthode approchée en dynamique, c'est les 2 dernières là. J'ai 3 ceintures, même chose, 6,65, 13 et puis 20. Et ils sont quasi tous arrêtés à la première. Ce qu'ils me disent dans le feedback, c'est dire avoir la orange, ça nous demande tellement de travail. Et en plus, il y avait la verte de statique des poutres qu'il fallait refaire pour ceux qui ne l'avaient pas, qu'ils se sont dit, bon, comme ce module, il fait partie d'une UE avec 2 autres modules, je vais compenser largement l'énergie que je vais dépenser pour gratter un 12 dans le cours de mon collègue est nettement moindre que l'énergie que je dépense là. Donc vous allez voir que après il y a une optimisation parce qu'il y a des moyennes et donc les étudiants choisissent leur truc pour pas trop dépenser d'énergie, pour que ça soit le plus rentable possible. C'est parce que mes collègues font pas de ceinture, hein. Voilà. Truandage. Alors, c'est pas parce qu'on met des dés qu'on n'attrape pas des truands. Alors, les 2 méthodes pour attraper des truands. La première méthode, elle est toute simple. Voici le sujet de méthode approchée en dynamique des structures jaunes. Voilà, je donne le sujet là. Et puis quand un tiers de la promo a demandé le sujet, j'envoie celui-là. Et là, il y a des étudiants qui me répondent sur le premier sujet, alors que je sais à qui j'ai envoyé le sujet là. Voilà. Donc, dans la modalité, il y a là une feuille il y a un engagement sur l'honneur à travailler tout seul, et puis avec les conséquences que vous verrez. Donc, il signe, lui est approuvé, et puis il me fait sa copie. Voilà. Donc, j'ai quelques étudiants qui se font simplement attraper parce qu'ils recopient, quoi. Pourquoi se fatiguer, d'abord? Il y a... pardon, je reviens un peu en arrière. Il y a un deuxième système de détection de truandage chez la personne. On lui redonne le sujet, il n'arrive pas à la refaire. Il ne sait pas, ça se voit, hein, comme le nez au milieu de la figure. Hein. À ce moment-là, la sanction est c'est fini pour toi les ceintures. Ta note, elle est figée à ce que tu as validé auparavant, parce que je ne peux pas prouver que tu n'avais pas validé, tu n'avais pas triché avant. Et pour le reste de ta scolarité, si tu dois passer au rattrapage, tu seras en modalité examen. Et si et pour le reste de la scolarité avec moi. Et si tu n'es pas d'accord, tu le dis au directeur et je déclenche un conseil de discipline de l'université. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Voilà. Donc en fait, ils viennent me voir pour me dire comment vous avez vu, quoi. Comment vous avez vu. Donc je lui dis, tu m'envoies d'abord ta décision au directeur ou tu acceptes la sanction. Ils acceptent la sanction, ensuite je lui montre. Recalcule-moi la matrice là. Il recalcule, il dit, ah bah oui, je trouve pas la même chose que ma copie. Je dis, bah oui, si tu prends telle valeur, c'était le sujet de tes copains. Bon, bref. Voilà, donc, alors qu'est-ce que ça donne ? Voici tous mes étudiants de 3e année. Alors ça, c'est les 3... Non, pardon, ça c'est les 4A. Informatique, ici c'est les 4A vibration acoustique, et ici c'est les 5A. En rouge, vous avez ceux qui ont été détectés comme truands. Donc la promo de 5A, là, j'en ai quand même une tripatouillée là, qui essaye de truander, comme des sauvages. Donc en fait, ils ont basculé en mode examen. Voilà. Pour les 4A vibration acoustique, vous voyez qu'il y a beaucoup de bleus. Les bleus, c'est ceux qui ont dû recomposer. Donc vous voyez que finalement, il y a quasi, enfin, allez, je vais dire, plus de 60% des étudiants ont dû me montrer un jour qu'ils ne truandaient pas. Donc ça, c'est pas mal, quand même. Et vous voyez que j'en ai 2 là qui se sont fait attraper, c'est pas bien de leur part. Et ça, c'est les 4A informatiques. Alors, il y a nettement moins de gens qui ont dû recomposer parce qu'il n'y a que 3 ceintures, que la première ceinture, il n'y a que le 6. Et ils ne sont pas nombreux à être allés chercher la orange et la verte. Donc là, il y a eu moins de contrôle d'antidopage qui a été fait, enfin de vérification qu'ils ne truandaient pas. Voilà, ça c'est pour les étudiants. Là, je vous ai mis les chiffres. 0 en statique des poutres, qui truandaient, 2 en gestion des éléas, 5 sur 35. Hein. Et là, vous avez les chiffres, tu me demandais, Jean-François. 60, 90, 35, 42. Et en statique des poutres droite, en L2, là, il y en a 2 au conseil de discipline,
Ce que je ne leur dis pas, c'est que le conseil de discipline ne va les blanchir. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais... bref, je ne leur dis pas. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit, excusez-moi. Donc note bloquée puis examen, conseil de discipline de l'université. Les collègues. Alors, j'ai commencé les histoires de ceinture en 2010. Il y avait Adrien et moi. Alors, Adrien, c'était un collègue qui venait faire le cours méthode Cray, là. Avec moi, tout était prêt. Et puis, c'est monté en nombre. On a vraiment une poussée de fièvre à l'Université du Mans, de gens qui font des ceintures. Et au bout de 3 ans, ça s'écroule. C'est normal. Les collègues n'avaient pas lâché... pardon, hop là. Voilà, les collègues n'avaient pas lâché. Ils voulaient absolument que ça soit surveillé, plutôt que faire le système d'antidopage. Donc en fait, on avait les lundis, entre midi, 5 promos qui arrivaient pour 4 cours différents. Non, 3 promos qui arrivaient pour 4 cours différents, avec 12 couleurs et 5 tentatives. Vous imaginez comment on répartit les copies, quoi. C'était pas possible. Donc on a demandé de l'aide à l'administration. Est-ce qu'on pourrait avoir un créneau autre qu'à midi, quoi? Oui, ils ont dit lundi 8h. Et donc au bout de 3 ans, quand vous avez une innovation pédagogique, ça c'est marqué dans les bouquins, si au bout de 3 ans, l'administration ne vient pas donner un coup de pouce, les collègues s'effondrent. Puis il y a un zozo là qui continue tout seul. Là. C'est parce que du coup j'ai rebasculé sur à la maison mode antidopage. Ça m'évite de passer des heures à surveiller les étudiants. Voilà. Voilà, donc c'est né et c'est mort-né. Une image que j'aime bien, c'est vous avez la base des enseignants là. Ils ont une idée, hop, tu as un stalagmite qui monte là, et puis tu as l'université qui a des projets, PIA, machin, truc là. Et ça fait des stalactites. Et puis quand ça se rejoint pas, ça casse, le truc se casse la figure. Et si on pouvait les mettre l'un en face de l'autre et qu'ils se touchent, ça fait une colonne. Et ça, c'est vachement solide. Bon, bref. Désolé. À l'administration, super l'administration, le soutien de l'administration. Quand j'ai commencé les ceintures, vous savez, on a des MCC, les modalités de contrôle des connaissances. J'ai mis ceinture. Ça a été effacé. La deuxième année, c'est ceinture. Effacé. Donc j'ai mis 3 ans à ce que dans les MCC, le mot ceinture apparaisse. Il ne fallait pas dire ça. Il y avait même la deuxième année, c'était évaluation, la modalité, c'était évaluation. Génial. Et puis après, ça vote, on est pour les MCC. L'absence de soutien, j'en ai parlé. Et là, pardon, j'espère que mon collègue n'est pas dans la salle. En jury, là, on m'a dit, le directeur des études m'a dit, avec ton système d'évaluation tout ou rien, parce que moi, mes étudiants, ils ont 0, 7, 14, 20, tu détruis notre système. Ils étaient en train de discuter avec un étudiant, il avait 9,47, est-ce qu'on lui mettait les points de jury pour qu'il arrive à 10, quoi. Et moi, j'arrive avec mes 7, 14. Donc, je détruis le système. Vous ne regardez pas. Voilà. Donc il faut vraiment gérer ça avec l'administration et avec les étudiants. Les étudiants, pour eux, c'est très dur aussi d'avoir 7, 14, 20. Et ce que je leur dis, c'est mon UE, là, les 5e années où il y avait 3 et qu'ils ont fait que la première, en fait, elle fait partie de 3 modules. S'il y avait aussi des capacités à valider par des examens, par exemple, et que finalement, il y avait 9 capacités sur cette UE, parce que c'est l'UE qui, chez nous, permet de compenser, ben sur ces 9, si vous en avez validé 5, hop, elle est acquise. Et vous avez vos points ECTS. Donc, tant que cette bascule n'est pas faite, c'est sûr qu'il y a des frictions, c'est normal, c'est sain. Parfois désagréable, mais c'est comme ça. Donc, c'est une autre idée, ça serait, et là j'ai des pressions pour dire, ouais, tu peux pas mettre, au lieu de mettre, elle est validée, tu mets 70% des... Voilà. Bon, bref. C'est pas le but, parce que moi, je veux que je puisse affirmer, il sait le faire, quoi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs tentatives. Alors, le coût de cette affaire, le coût pour l'enseignant. Donc, j'ai fait une évaluation à la louche. Hein, là.
Pour l'ensemble des cours que je vous ai montrés, c'est 125 heures d'enseignement. Côté étudiant, j'entends, hein, je ne dis pas... voilà. Donc, j'ai globalement 396 ceintures validées. On va dire que en moyenne 1,5 tentatives par ceinture. Ça commence à faire une tripatouillée. 3 minutes de correction par copie. Donc c'est pour ça que je corrige en tout ou rien. C'est qu'il faut que je puisse aller vite. Parce que quand un étudiant me rend une ceinture, il faut que la semaine suivante, au moins, il sache est-ce qu'il fait la tentative suivante, est-ce qu'il va plus loin, voilà. Donc il y a une obligation de feedback régulier. C'est pour ça que je corrige 2 fois par semaine, ce qui a été déposé. Et si je mets 3 minutes de correction par copie, ça fait 30 heures de correction finalement. C'est pas si énorme que ça. Je pense que c'est sous-estimé, parce que quand j'ai une copie, la jaune, c'est la 5e jaune que je corrige là, je sais, je vérifie le résultat, c'est bon, je vérifie la démarche, peut-être un résultat intermédiaire, ok, c'est bon. Donc ça va être très vite. Et on les enchaîne. Par contre, quand c'est faux, je dis, ah, c'est où qui fait l'erreur? Alors je sais à peu près les 3 erreurs. Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Hop, j'entoure, ou je fais le copier-coller du mail qui indique l'erreur, et j'envoie. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, il y a la copie où je ne trouve pas où est l'erreur. C'est faux, mais je cherche. Je ne trouve pas l'erreur. Et là, je galère. Et des fois, je dis, attends, ma copie, elle est comme ça. Là, je compare ligne à ligne, machin. Donc, des fois, ça prend du temps de corriger une copie. Les 3 minutes, c'est quand ça se passe bien. Soit une erreur classique, soit... voilà. Et c'est pour ça que je le fais en tout ou rien. C'est pour pouvoir assumer le flux de copies. Et comme je vous l'ai dit, là, les 30 heures de correction, imaginons que ça soit 30 heures, on se les partage avec mes collègues. Comme mes collègues Saoussen et Rémi, Saoussen, Rémi et, j'oublie le 3e, là, honte sur moi, j'espère que ça ne sera pas en vidéo, qui ne regardera pas la vidéo. Maxime, voilà, yes, ils interviennent toujours pour un tiers dans mes enseignements. Je fais 2 tiers, ils font 1 tiers. Donc globalement, ça voudrait dire là-dessus que j'ai corrigé pendant 20 heures. Je pense que c'est plus. Voilà. Et il y a sans doute des moyens de diminuer ça. Le problème de ma matière, c'est que c'est des calculs, des équations, des machins, des démarches. Et il faut que je regarde la copie, quoi. Alors, les étudiants, ils en pensent quoi? Un nuage de mots, tout chaud de hier soir, chronophage. Stressant, contraignant. Et puis, il y a des choses en vert, rigueur, travail personnel, compréhension efficace, formateur. Bon, bref. Et donc, il faut que je travaille sur diminuer le côté. Là où je peux jouer, moi, c'est sur le perfectionniste compliqué, trop restrictif, qui est ce tout ou rien. Il est mal ressenti par les étudiants. Alors, en fait, j'y travaille. Je vais vous expliquer après ce que je vais changer pour l'année prochaine. Alors, des questions. Je veux bien que quelqu'un te passe le micro. Il est où le micro, chef? Ah, super, il arrive. Vas-y, tu poses la question, je la répète. Ouais. Ben, c'est-à-dire que les étudiants un étudiant que j'ai pris à truander, il va passer l'épreuve de septembre. C'est bloqué, sa note est bloquée. S'il valide pas l'UE, il peut peut-être compenser par les autres matières. Ok. S'il valide pas l'UE, il est convoqué en septembre. Là, il y a 2 choix. S'il a été déclaré comme truand, il passe un examen classique, papier. Là, ça va être un examen avec 3 questions. Une jaune, une orange et une verte. Mais il va avoir 1h15 ou 1h30 pour le faire. Et un seul coup. Et là, je note de 0 à 20. Donc, puisqu'il n'a qu'un coup, il ne peut pas se reprendre. Soit il est encore en ceinture, il n'a simplement pas fait suffisamment de ceinture, et à ce moment-là, le lendemain du jury, j'ai réouvre les ceintures. Et il peut, entre le 21 juin et le 3 septembre, déposer des ceintures que je corrige. Alors je lui dis, alors vous t'inquiète pas, les 5A où ils sont 7 cette année à passer au rattrapage, comme ils n'ont pas fait l'effort, ils ont un peu mal optimisé.
Il y en a qu'un pour l'instant qui m'a déposé une ceinture depuis 1 mois et demi. Donc je leur dis, je passe pas mon temps, tu m'envoies un mail pour me dire que tu as déposé une ceinture et je regarde. Et il l'a validé. Voilà. Donc il sait, avant d'arriver le jour de l'examen, qu'il a déjà les points. Il passe en septembre et là je reprends. Alors s'il avait validé la jaune, je lui demande de faire que la question orange et la question verte. Mais c'est en modalité examen, surveillé, et je mets une note avec un taux de réussite pour chacune des questions. C'est bon? Il y avait une autre question là-bas. Non, c'est bon. J'ai bon. remis des piles. Tu as remis des piles? Du coup, si tu parles dans la pile, ça ne va pas marcher. Je vous passe le micro, après je vous laisserai passer entre vous. Ma question, donc, un des critiques de la part d'étudiants, que c'est 7, 14 et 20. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une possibilité entre 14 et 20, et 7 et 14, débloquer 2 petites ceintures pour qu'ils puissent avoir entre... Ça peut peut-être enlever cette partie de stress et de possibilités. Parce que c'est vrai, pour les étudiants, entre 7 et 14, c'est un gros laps. Et pareil, entre 14 et 20, s'ils veulent avoir quelque chose d'intermédiaire. Tu me parles de notes là, hein? Oui, je comprends. C'est toujours une erreur, hein, les notes. Oui, mais je veux dire, Alors, je comprends je vais te répondre. Ouais. J'ai la même pression de ma direction. Oui. Pour dire, est-ce que tu peux faire des trucs intermédiaires, machin. Ouais. Vous avez vu le nombre de ceintures que j'ai déjà à corriger, et si je rajoute des ceintures intermédiaires, mon Moodle, il va faire comme ça, En et fait, ça va être encore plus chaud. Ouais. En fait, ma proposition, c'est... Je suis désolée, Vas-y. parce que j'ai compris que quand tu corriges la copie, donc il y a la réponse, et puis il y a par exemple 3 calculs pour arriver à bonne réponse. S'il calcule bien première et deuxième, il se trompe qu'au troisième. Est-ce que donc tu ne valides jamais à moitié? Donc avant qu'il arrive tout comprendre, c'est soit non, soit oui. Voilà. Okay. Je garantis qu'il est arrivé jusqu'au bout du D'accord. truc, qu'il sait faire ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a la tentative 2, tentative 3, parce que du coup il va voir son erreur. S'il ne la comprend pas, on en discute en cours. Et des fois, il y a des étudiants qui sont en train de rédiger une ceinture, qui viennent me voir et disent j'ai une question. Je dis ok, mais pas sur la ceinture, tu m'inventes un autre problème et je réponds avec plaisir. Donc il me fait une autre structure et je lui fais le truc au tableau, il n'y a pas de souci. À lui de transposer. Ça marche. Voilà. Alors en fait, le tout ou rien, il est assoupli par 2 systèmes. Diapo un peu après. Il y a une autre question. Merci. Pour la détermination des ceintures, j'ai du mal à cerner tout le travail préalable en amont qui est à faire sur le triptyque objectif, compétences, capacité. Ok. Je ne vais pas parler de compétences parce que pour moi, si je vais évaluer une compétence, ça serait un assemblage de matières un peu différentes sur un problème réel et qui est en relation avec son futur métier. Donc j'en suis pas à cette échelle-là. Je vais tester, je vais prendre mon sujet d'examen, parce que j'ai fait des examens pendant des années. Je vais dire, ben voilà, mon objectif c'est ça, mais finalement il y a cette étape-là à faire, cette étape-là, cette étape-là. Et voilà. Donc je vais identifier les grandes étapes de mes examens précédents. Et là, ça va me dire, ben voilà, il faut d'abord qu'ils sachent calculer un tenseur des efforts intérieurs, qu'ils sachent calculer la limite d'élasticité, le déplacement, structure hyperstatique. Voilà. Donc, je vais identifier ça et ça va être mes bulles, ce que je vais appeler des capacités qui sont testées par des exercices très formels, comme un examen sur table où j'invente, là c'est un chien qui court avec un bâton et qui se prend un arbre, mais ça n'a pas une réalité. Voilà, je ne veux pas parler de compétences, c'est vraiment pas le cas. Alors, donc mes objectifs d'enseignement, je t'ai dit pour les capacités. Donc voilà, j'appelle ça les capacités. C'est un truc de l'école. Moi, mes collègues à Orsay, ils appellent ça les objectifs d'apprentissage visé, quoi. Voilà. Donc c'est pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, parfaitement, merci. Super. Une dernière question avant que j'aille à... Oui. Micro. Il faut le faire courir le long de la ligne. Merci, mais c'est peut-être une question plutôt conclusive en fait, donc elle vient peut-être trop tôt. Mais je me pose la question depuis le début, de savoir si cette méthode
peut être appliqué aux sciences humaines? Alors, je vais répondre un peu de côté. Une collègue en prof d'anglais me disait « Ah, comment je vais faire ça là ?» Je dis « Identifie dans ton enseignement des choses qui sont assez identifiables par des chaînages. » Tu vois ? Il y a peut-être des parties de cours. Si tu fais la sociologie anglaise, là, c'est peut-être plus compliqué. Mais si tu fais de la grammaire ou de je ne sais pas quoi, là, tu peux peut-être avoir des niveaux à identifier. Donc à partir du moment où tu arrives à identifier des chaînages sur des objectifs, tu peux commencer à utiliser cette évaluation par objectif d'apprentissage visé. Voilà. Donc c'est ma réponse. Ouais. La notion d'apprentissage visé, j'entends bien, mais le tout ou rien me paraît... Alors tu peux. Alors il y a des collègues qui participent au graphe qui sont en 0, 100%. Et ce que je leur dis, à partir de 75%, ce que je leur propose, entre 0 et 25, tu dis raté, entre 25 et 75%, tu dis bof, et puis après tu dis validé. Donc tu peux garder ton échelle, c'est ce que faisaient mes collègues, hein, et puis dans le graphe où tu voyais que du vert, pour Paul Bismuth, où tu voyais que du vert et du jaune, tu peux avoir un dégradé en disant celle-là, ouais, il la maîtrise moyennement, et celle-là, par contre, c'est bon. Tu vois ? Donc, le tout ou rien dont j'essaie de me débarrasser, c'est un pis-aller, parce que j'ai un flux à assumer, quoi. Voilà. Si j'avais moins de flux, si j'avais moins de ceinture, je pourrais commencer à faire des gradations. J'aimerais m'en débarrasser. Je vais vous montrer comment. Allez, je continue, parce qu'il faut avancer. Hop. Voilà. En guise de digestif, quelques conseils, et maintenant. Donc, si vous avez envie d'expérimenter, la première chose, allez-y mollo. Vous le faites que pour un enseignement, et au besoin, dans cet enseignement, vous ne le faites que pour les prérequis des copains, des cours suivants. Juste pour remettre le pied dans l'eau de la piscine et voir si elle est bonne. Et au moins, vous n'allez pas vous noyer. Et puis si vous êtes convaincu par ce système de ceinture, de grades que vous validez progressivement, etc., vous en rajouterez 2 l'année prochaine. Mais, et puis un jour, vous aurez un enseignement qui sera évalué en ceinture. Et puis si ça se passe bien, vous allez basculer sur un autre enseignement. Mais allez-y mollo. Allez-y mollo, surtout la première année, quoi. Il y a des choix nombreux. On en a parlé de tout ou rien ou de façon continue. Et c'est à vous de choisir le curseur. Qu'est-ce qui est le plus adapté à votre enseignement ? Moi, je pourrais mettre un curseur. Voilà. J'utilise le joker aussi. Un étudiant qui me rend une copie, et puis il y a un endroit, il a fait une petite bêtise. Ça ne change pas le résultat. Il a oublié de me donner l'orientation de la poutre. Tu sais que c'est essentiel, n'est-ce pas ? Parce que du coup, les signaux changent. Donc je lui dis, bon, t'as oublié là, hein. Est-ce que tu utilises ton joker ? Ils ont droit à un seul joker. Donc ils regardent bien l'erreur, ils disent ouais, je l'utilise. Hop, je valide. Donc même s'il y a une petite bêtise, le tout ou rien, il est un petit peu diminué, et ils n'ont pas beaucoup de jokers. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez jouer sur le nombre de tentatives ou bien le saut de ceinture. C'est-à-dire que là, je vous avais vu qu'il y a des ceintures chaînées. Il y avait la orange, la verte et la marron. En fait, dans la marron, on refait la partie verte. Donc on pourrait dire, vous pouvez sauter la marron, la verte. Vous pouvez aller 2 crans plus loin. Si vous la validez, vous validez la verte qui est en dessous. Donc ça vous fait moins de ceinture aussi. J'ai fait ça une année, et je leur disais, mais si votre première tentative de marron est ratée, là vous êtes obligé de redescendre à l'étape précédente. Voilà. Donc pour essayer de diminuer le flux. Oui, je vais vous parler des boutons. Le collègue Samuel, lui, il ne voulait pas que les étudiants... Donc en fait, il avait 4 objectifs d'apprentissage visé, et il a posé 3 examens. Donc ça, c'était temporel, tout le monde venait, et au premier examen, il proposait les 2 premiers. Au deuxième examen, il proposait les 4 sur un deuxième sujet. Donc ceux qui avaient raté l'une des 2, je vais dire la jaune par exemple, ils pouvaient la repasser à la deuxième épreuve. Et puis la 3e. Donc en fait,
c'était pas les étudiants qui rendaient la copie quand ils le souhaitaient. Il avait mis 3 séquences surveillées et les étudiants pouvaient tenter de valider les 2 premiers ou les 3 premiers ou les 4 en fonction de leur avancement. C'est ce que font mes collègues à Orsay. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs examens et les étudiants, donc surveillés là, et ils choisissent, je valide la jaune à la orange. Ah, j'ai eu la jaune mais pas la orange, donc la deuxième fois je vais faire orange-verte. Voilà. Et ça permet d'avancer comme ça. C'est un peu à leur rythme, mais avec des timings et pas ce flux de copies. Voilà. Donc, ce que je vais changer pour l'année prochaine. Déjà pour l'apprentissage, je t'avais parlé de la méthode CRAE, coopérons à notre rythme d'apprentissage individualisé, efficace et sympathique. Et je vais leur proposer aussi la méthode CRAB. Des ceintures à notre rythme, aidées par des brevets et d'efficaces sources. Donc, il y a des étudiants, je fais un aparté, ils travaillent sur plein de petits exercices, et puis à un moment, ils se disent « Ok, je pense passer la ceinture ». Ça, c'est la méthode CRAE. Et j'ai des étudiants qui m'ont dit « Moi, je m'en fous, moi j'avais demandé le sujet de la ceinture, et j'essayais de le faire. Et en fonction de ce sujet, les trucs que j'arrivais pas, je faisais les petits exercices qu'il fallait, en fonction. Donc, ils partent du sujet final, et ils vont faire que les exercices qui leur semblent intéressants. Voilà. Le problème, c'est que le sujet final ne fait pas passer par tous les exercices, et des fois, ils font une erreur qui était... Bon, bref. Donc, l'année prochaine, ils vont avoir le choix entre ces 2 méthodes d'apprentissage. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, alors que pour l'instant, ils sont tous en CRAE. Et puis, au joker, qui était juste pour les erreurs faibles, je vais rajouter le « bon sang, mais c'est bien sûr ». Ça, c'est pour les gens qui lisent Gottlieb. Donc l'idée, c'est que le bon sang, mais c'est bien sûr, il va servir pour les erreurs graves. Là, il y a vraiment un truc dans la démarche qu'il n'a pas compris. Donc quand je vais avoir une copie où il y a une erreur grave, je vais lui dire, si tu veux, tu peux faire un bon sang, mais c'est bien sûr. Je te dis où est l'erreur. Et par contre, tu viens en classe, la prochaine séquence, et tu as 3 minutes, chrono en main, pour m'expliquer quelle est l'erreur et quelles sont les conséquences sur ta copie. Et là, je me tais, et au bout de 3 minutes, je dis, ok, je te la donne. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'il apprenne. C'est qu'il sache ce qu'il fallait faire. Et donc, s'il arrive à bien me l'expliciter, ça veut dire que c'est passé le message. C'est pas la peine qu'il refasse une tentative et que je me recorrige une copie, etc. Voilà. Donc, je vais rester sur le tout ou rien, mais ça va être un tout ou rien assoupli par soit le joker, soit le bon sang, mais c'est bien sûr. Pour les erreurs là. Et finalement, s'il y a 2 erreurs graves, je ne lui demande pas le bon sang, mais c'est bien sûr. Et à la fin, finalement, moi, ce que je veux garantir, c'est que quand j'ai validé une capacité pour le collègue qui va récupérer, c'est qu'il ait compris, soit sur la copie, soit en ayant fait son mea culpa et en ayant montré qu'il ait compris le truc. Voilà. Pardon. Et c'est tout pour moi. Allez-y pour les questions, s'il nous reste du temps. Je suis presque dans le timing. Alors, on va commencer là-bas, parce que tu as beaucoup parlé, mais c'est bien, hein, mais... Merci beaucoup déjà pour la présentation qui était extrêmement jubilatoire. Hein. C'était un vrai plaisir de vous entendre, de t'entendre. Ouais, j'avais une petite question. Déjà, tu as répondu à mes questions sur les jalons, le joker et les ceintures sautées. Donc ça, c'est parfait. J'en avais une autre parce qu'en fait, quand on file en enseignement avec des collègues, ce que tu as montré au début, j'ai une capacité et puis tant qu'il n'aura pas telle ceinture, il ne pourra pas aller faire le cours derrière. C'est une chose, mais très souvent, un étudiant qui a finalement, je vais prendre l'exemple de mon collègue devant qui fait le cours juste avant moi. Il arrive qu'un étudiant n'ait pas totalement compris l'enseignement que lui fait Sébastien. Il m'arrive et finalement, ce que je fais complémentaire qui s'appuie sur ce qu'il fait, va à un moment ou à un autre déclencher quelque chose qui fait qu'il va valider la ceinture de Sébastien. Il n'y a pas moyen d'avoir la même ceinture débloquée par 2 enseignements différents ? Si, bien sûr. Puisque là, je t'ai parlé de la blanche où c'est Samuel qui refaisait l'examen, etc. Mais pour Stéphane, avec les rosettes à 45 degrés, c'est moi qui valide la rosette. Ils refont une épreuve de rosette et c'est moi qui corrige, je regarde la méthode, je dis ok, c'est valide. J'avais pas saisi ça, tu vois. Ouais, ben, je peux pas tout dire. Donc c'est moi qui valide les prérequis qui n'ont pas été validés
par ton collègue précédent. Parce que tu peux dire, oui, grâce à l'avancée dans le cours ou je sais pas quoi, les informations complémentaires, ou ma manière d'expliquer qui est nettement meilleure que celle de Sébastien, l'étudiant est valide. Tu vois ? Là, j'en suis pas certain, par contre. Voilà. Donc, bien sûr, une bulle, elle peut être validée par l'ensemble des collègues qui sont compétents là-dedans. Allez, il ose plus. Vas-y. J'ose. Vas-y, Anne. C'est deux toutes petites questions de confirmation. Merci déjà pour ta présentation, c'est très enrichissant et très inspirant du coup. Première petite question, est-ce que les étudiants ont le choix de passer les ceintures ou est-ce qu'ils sont obligés en fait de rentrer dans ce système ou est-ce qu'ils peuvent dire non, je préfère passer un examen? Ils peuvent le dire. Très bien. Est-ce que tu l'entends? Et ils choisissent tous ceinture. D'accord. Même s'ils me fichent chronophage derrière. Ah oui, bah oui. Parce qu'ils se disent, on le connaît, son examen, ça va être jaune, orange, vert, j'aurai qu'un seul coup, de toute façon, ça va être l'horreur. Donc, ils vont tenter ceinture. C'est quand même parce que c'est un système de cliquer, quoi. Là, tu valides ta jaune, j'ai déjà 7 points. Et puis, hop, je vais aller chercher la suivante. Mais c'est rare qu'ils choisissent l'examen. Ou, c'est un étudiant de 4e année qui m'a dit, comme je vous ai en gestion des aléas, en statique des poutres, je trouve que c'est chaud, donc je vais choisir ceinture, en gestion des aléas, je vais faire l'examen. Et puis 15 jours avant l'examen, il me dit je vais démarrer les ceintures. Parce qu'il avait rien. Bon, bref. Et mettons qu'on ait un étudiant qui rate les 3 tentatives que tu proposes. Qu'est-ce qui se passe pour lui en fait dans la suite du parcours? Donc il assiste au cours, mais en fait s'il est bloqué, mettons à la jaune, qu'est-ce qu'il advient de cette personne? Alors tout se passe bien. Il continue à travailler sa orange. Et s'il valide la orange, si elle est chaînée, c'est que dans la orange, il refait du jaune. Donc s'il valide la orange, tac, la jaune est validée. Donc c'est pas perdu pour lui. Le problème, c'est que la orange, si elle contient le jaune, c'est plus lourd. Donc il vaut mieux déjà valider l'étape d'avant. Donc ils peuvent valider. Dans l'exemple de statique des poutres où il y avait la bleue qui menait sur rien, une fois qu'ils l'ont raté 3 fois, là, elle n'est pas récupérable. Parce que je ne reteste pas dans la marron que la bleue, la capacité bleue est validée. Donc c'est 3 tentatives pour toi, mais pas forcément 3 tentatives pour l'étudiant. Ouais, c'est-à-dire que quand il va passer, si elle est chaînée à la tentative suivante, il va refaire dans la verte, il refait la orange dedans, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, une question technique. Oui. Donc, c'est par rapport au flux de copies. Je me demandais dans quelle mesure, alors je ne sais pas ce que vous avez vous au Mans, nous on a Moodle. Oui. Donc c'est pareil, ok. Dans quelle mesure les QCM de Moodle ne pouvaient pas être un élément de réponse? Et puis après, il y a la question qui vient directement derrière, qui est la question de la fraude. Oui. Alors moi j'ai une difficulté, c'est que si je te montrais mes copies, c'est vraiment il y a du calcul, il y a des machins, le torseur il s'écrit avec un point A, avec mes vecteurs, mes machins, mes trucs là. Sur un alors je pourrais leur dire de ces 4 résultats, lequel est le bon. Mais comme je veux détecter les erreurs de démarche dedans, je ne suis pas un spécialiste des QCM. Je pense que c'est faisable. Est-ce qu'il vaut mieux, Jean-François il va nous expliquer, est-ce qu'il vaut mieux poursuivre cette démarche-là ou est-ce qu'il vaut mieux suivre cette démarche-là pour obtenir quelle démarche vous devez suivre? Ou bien faites un arbre de... Voilà. Pour mesurer la compréhension de la démarche, en plus du résultat. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser, et c'est pour ça que je vais écouter Jean-François. Quelle transition. Je vais écouter Jean-François avec intérêt. C'est que moi j'ai besoin de suivre la démarche et que les écritures soient faites correctement et que le résultat soit bon. Les étudiants ils disent « Non mais j'avais réussi à 90%, j'ai fait une erreur de calcul. » J'ai dit « Oui mais le pont s'est écroulé, tu as 3 morts. » Quand même. Hein. Le stade de Furiani, il n'avait même pas été calculé. Hein. Le pont sur la Garonne qui est tombé parce que le camion est passé, c'était marqué 15 tonnes, il est passé avec son 38 tonnes, la femme est morte dans la bagnole de derrière. Je leur dis, c'est de la méca, hein. Il y a des vies peut-être derrière. Donc, ils sont étudiants. Je propose allez, 2 dernières questions. Attends, tu attends le micro ?
Le micro est arrivé. Voilà. Tu filmes, tu clôtureras. Merci Jean-Michel. Pour compléter tes propos d'illustration, pas plus loin qu'à Angers, la passerelle du tram qui va sur Saint-Serge, ils ont été obligés de creuser la 4 voies parce que ça passait plus. Voilà. Moi, j'ai 2 questions. La première, qui est plus personnelle par rapport à toi, c'est tu as sur combien d'heures de cours par an? Alors, je suis à 80% cette année. D'accord. Donc 154. D'accord. Ok. Et je fais tout en ceinture et je fais tout en craie. Oui, non, mais voilà, c'est pour avoir aussi une idée du temps que tu as pour tes enseignements. Et ma deuxième question, quand je vois il y a un suivi d'étudiants à faire de manière individuelle ou individualisée. Est-ce que tu as un outil qui t'aide pour cette logistique ou comment tu gères ça? Tableur Excel. Tableur Excel. Enfin, OpenOffice, pardon. Oui. Un tableur, je sais, il a tenté la 1, il a jeté le dé ou pas, il a utilisé un joker ou pas, enfin voilà, j'ai un tableur. Voilà. Et je confirme, moi je fais des stats, des maths, et quand je fais des sujets et que c'est papier-crayon et que c'est dans la salle et les uns à côté des autres, c'est le même sujet, mais il suffit de changer les valeurs numériques, donc je fais comme toi. Oui, bah oui. Pourtant, les étudiants sont au courant que je change les valeurs numériques de temps en temps. Je leur dis, hein. Mais bon, après, économie d'énergie. Oui, je voulais savoir si, au final, tu avais constaté une amélioration du niveau des étudiants. Alors, c'est sur les graphes de réussite. Finalement, sauf le cas de ma 5A, là, ils vont être ingénieurs dans 3 mois, là, et qu'est-ce que je les embête à essayer, il va falloir travailler encore. Donc, sauf le cas des 5. En général, ils vont chercher la moyenne. Donc, quand j'ai mis en place les ceintures, il y a 10 ans, là, mes collègues me disaient « Attends, ils ont tous la moyenne chez toi ?» Je dis « Ben oui », et puis ils sont arrêtés après de travailler. Mais ils ont tous la moyenne. Et là, non, mais t'en as pas qui ont 5 ou 6, quoi. Je dis « Ben non. » Ah, qu'est-ce qui se passe? Mes notes. Ah. Donc, en général, ils vont aller chercher les ceintures qui leur permettent d'obtenir la moyenne, même si ça fait partie du NUE. Enfin voilà, ils sont. Et sauf quelques étudiants qui se réveillent une semaine avant. J'ai un étudiant, il m'a envoyé une demande de faire une ceinture, le jury y était passé. Au moins, c'est super clair, quoi. C'est super clair. Merci. Merci Jean-Michel. Je vous invite du coup à prendre une petite pause à l'extérieur.